Bonjour et bienvenue sur notre 16e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers la plateforme Zoom et sur le Facebook Live. Chaque session est à retrouver ensuite en replay sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À chaque nouvel épisode d'Intimus, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure de temps, le temps d'aborder un thème en lien avec cette période de confinement et la santé sexuelle. Je suis Grace Nakache, je serai à l'écoute de vos questions durant ce webinaire, donc n'hésitez pas à envoyer les questions à Animatrice. Vos questions sont bien évidemment anonymes, donc soyez nombreux à participer. Pendant ce confinement physique que nous vivons actuellement, chacun d'entre nous cherche une échappatoire. Certains mettent leur énergie dans la fabrication du pain maison, d'autres dans la méditation. Cependant, beaucoup d'entre nous se tournent aussi vers le numérique et le digital pour passer le temps et regarder, échapper et voir pallier aux angoisses liées à cette période-là. Donc, regarder des films, parler à nos amis via des applications vidéo, partager des moments de nos vies confinés via les réseaux sociaux sont des comportements qui nous aident certes sexuellement et comme on l'a vu mercredi avec Céline Tran, beaucoup vont vers la pornographie, le chemsex, qui sont aussi une échappatoire sexuelle via le digital. Ce sont de ces outils sexuels digitaux que nous parlerons ici aujourd'hui. Donc, nous accueillons donc Frédéric Tourdeau, psychologue, clinicien et psychanalyste et auteur du livre Le moi cyborg, psychanalyse et neurosciences de l'homme connecté. Bonjour Frédéric et merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour Grace, bonjour à toutes et à tous. Frédéric, pour commencer, il me semble évident de bien définir qu'est-ce que la cybersexualité et l'intimité numérique. Alors, merci Grace pour votre première question. Alors, qu'est-ce que la cybersexualité? Peut-être peut-on décomposer le mot pour bien le comprendre entre nous. Le mot de cybersexualité est composé de cyber, qui est peut-être, le savez-vous, l'apocope de cybernétique, qui a été développé par Wiener Science, c'est-à-dire la science de la relation, on va dire, et de l'information, des systèmes complexes. Voilà. Et puis de sexualité. C'est-à-dire que la cybersexualité, c'est la sexualité qui utilise de quelque manière que ce soit les outils technologiques, Internet, les objets connectés, etc. Alors ensuite, on peut distinguer plusieurs formes de cybersexualité. Plusieurs catégories de pratiques cybersexuelles, pourrait-on dire. D'abord, il y a le cybersexe passif. Alors, qu'est-ce que c'est le cybersexe passif? Eh bien, c'est la consommation passive d'œuvres érotiques ou pornographiques qui sont véhiculées par des médias. Et on sait notamment que la pornographie a augmenté d'une manière assez importante là durant le confinement. Et puis, on parle aussi de cybersexe interactif. Alors, qu'est-ce que c'est le cybersexe interactif? Eh bien, ça va concerner la consommation semi-active d'œuvres érotiques ou pornographiques, mais qui vont avoir des caractéristiques interactives sommaires, sans établir pour autant de relation avec un autre être humain, comme on le voit assez couramment au Japon, les jeux vidéo érotiques, qui sont des jeux vidéo qui permettent effectivement une interactivité sommaire. Et puis, enfin, le cybersexe connecté. Alors, le cybersexe connecté, c'est des pratiques cybersexuelles qui vont mettre en relation un humain, des humains, au travers d'un système technologique, par exemple un monde numérique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que peut-être pour que on comprenne bien ce que c'est que les pratiques, la cybersexualité. La cybersexualité, c'est une pratique sexuelle très courante aujourd'hui, parce que aujourd'hui, elle va prendre une forme hybride.
C'est-à-dire que c'est une sexualité qui va naviguer continuellement entre réalité physique et réalité numérique. Et notamment lorsque l'individu n'est pas confiné, il navigue en permanence entre une sexualité physique et une sexualité numérique, et c'est cette forme de cybersexualité que j'ai appelée la transarrobase sexualité. Mhm. Et pour revenir un peu sur cette trans-sexualité, qu'est-ce que cela montre comme changement dans notre façon de nous représenter le monde? D'accord. Alors, pour vous aider à le comprendre, Grace, on peut se placer dans la situation de l'adolescent ou du jeune adulte aujourd'hui, c'est-à-dire de celui qui est né avec la révolution technologique, qu'on appelle aussi digital native, né avec le digital. Eh bien, son monde, tel qu'il se le représente, n'est plus du tout celui de ses parents et de ses éducateurs. Ouais. C'est-à-dire que son monde, il est composé à la fois, son monde imaginaire, hein, son monde de représentation, il est composé à la fois du monde physique et du monde numérique, à la fois de la réalité physique et de la réalité numérique. Et il va passer constamment, en permanence, de l'un à l'autre, dans une traversabilité continuelle entre ces deux mondes. C'est pour ça que je parlais d'hybridation, hein, de sexualité hybride. Alors, qu'est-ce qui a permis cette traversabilité entre le numérique et le physique? Eh bien, la portabilité de nos technologies. Et notamment avec l'introduction du web mobile. Le web mobile a changé la perspective que nous avions effectivement de ces deux mondes, dans la mesure où, à même le corps, à même notre main, nous avions la possibilité d'être à la fois immergé dans une réalité physique et dans une réalité numérique. D'une certaine façon, cette portabilité des technologies a fait fusionner la réalité physique et la réalité numérique en une réalité augmentée. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, si de grandes multinationales développent ces technologies de réalité augmentée qui viennent métisser, qui viennent hybrider la réalité numérique et la réalité physique. Alors, donc, il y a une connexion permanente entre ces deux mondes, sans cesse représentés par un va-et-vient permanent. Et il s'agit donc de dépasser, si vous voulez, pour tenter de comprendre ce que c'est que la trans-arobase sexualité et les pratiques cybersexuelles aujourd'hui, il s'agit peut-être de dépasser la vieille représentation d'une séparation entre le monde physique et le monde numérique, mais plutôt d'avoir l'idée, et c'est-à-dire aussi la séparation entre ce qui serait la vraie vie et la fausse vie. La vraie vie qui serait la réalité physique et la fausse vie qui serait virtuelle. D'ailleurs, c'est intéressant d'envisager que l'expression IRL, in real life, a pratiquement totalement disparu en fait du langage courant. On en parlait il y a quelques 5-6 ans, mais on n'en parle plus. Aujourd'hui, on ne parle plus d'IRL parce que en fait, la séparation n'est plus aussi nette entre le monde physique et le monde numérique, dans la mesure où, encore une fois, on porte nos technologies sur nous, et même, j'ai envie de vous dire, la perspective n'est pas uniquement de porter les technologies à la surface de notre corps, mais aussi de les implémenter à l'intérieur de notre corps. Et donc, et de la même façon pour la sexualité qui va opérer un va-et-vient incessant entre physique et numérique. Donc, il n'y a pas à distinguer une vraie sexualité d'une fausse sexualité dans la mesure où il y a en permanence ce mouvement, ce va-et-vient, cette traversabilité. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi distinguer des différences marquées entre la sexualité des adultes d'aujourd'hui, donc les adultes nés avec les livres et la télé, et celle des adultes de demain qui sont nés en pleine révolution? Il n'y a pas de différence marquée entre cette sexualité. Vous avez raison de pointer cette différence marquée, évidemment. C'est justement en termes de représentation. On parlait de représentation, c'est que effectivement, quand vous n'êtes pas né avec la révolution du numérique, quand vous êtes né avec la culture du livre et ou encore avec celle de la télé,
Eh bien, vous êtes né avec l'idée que la sexualité est cantonnée et confinée, pourrait-on dire, à la réalité physique. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement une sexualité avec un partenaire dans le physique, mais sans véritablement euh, activer ou faire émerger votre désir autrement que dans cette réalité physique. Quand vous êtes né en revanche avec la réalité numérique, c'est très différent. Quand vous êtes né avec la culture du numérique, eh bien vous concevez cette sexualité comme encore une fois, comme naviguant entre les deux mondes, naviguant entre des formes plurielles de sexualité qui utilisent les technologies. Mhm. Et on a une question d'un de nos auditeurs. Il nous dit, n'y aurait-il pas de nouveaux virus quand on traverse ces mondes augmentés? Voilà, je bug un peu. Est-ce qu'il y a de nouveaux virus? Mais que veut-il dire par virus? Je pense que vous savez qui a posé la question, mais en tout cas, notre auditeur qui nous entend, s'il veut bien nous éclairer au sujet du virus dont il en parle. En tout Non, cas, mais je comprends, ça me fait, enfin, disons, je vais essayer de comprendre la question comme je l'entends. S'il veut dire que nous nous protégeons de la situation actuelle, de la crise sanitaire, en échappant d'une certaine façon à cette crise sanitaire et au virus qui est bien réel par le numérique, il a bien raison. Par ailleurs, effectivement, on peut très bien avoir le problème de la contamination virale dans le numérique, mais c'est une autre, c'est peut-être une voilà, autre. il nous a éclairé au sujet du virus, donc c'est un nouveau danger, il veut dire. Hein, c'est un nouveau danger d'être par exemple hacké, d'être piraté, Mhm, oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs, c'est une chose que l'on rencontre dans le cabinet du psychothérapeute. Dans le mhm, cabinet du psychothérapeute, où la confidentialité était assurée d'une certaine façon et sécurisée et verrouillée à l'époque où nous n'avions pas effectivement cette portabilité des technologies, mhm, aujourd'hui c'est moins vrai. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un cabinet, mhm. eh bien, vous n'êtes jamais sûr de la confidentialité. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés en permanence à des machines. En permanence à des machines qui sont, et au moins dans notre imaginaire, potentiellement hackables, potentiellement piratables. Mhm. Donc, effectivement, ça redéfinit la question de l'intimité, mais on pourra peut-être en Ouais, parler. ben plutôt peut-être les dangers invisibles. Je ne sais pas s'il y a des dangers aussi invisibles dont parlait notre auditeur. Dont Voilà. on parlera, oui, dont on parlera, dont Ouais, on pourra ouais, parler effectivement e- des dangers. effectivement. Ben, on va suivre un peu le fil des idées, peut-être pour revenir un peu en temps de confinement. Est-ce que cette traversée de la sexualité entre les deux réalités physiques et numériques est encore possible? Alors, Euh, euh, vous avez compris qu'effectivement, il y a une traversée entre le physique et le numérique, un va-et-vient incessant entre le physique et le numérique, et bien sûr, qui va être nécessairement remise en cause par le confinement physique. Autrement dit, c'est la suspension peu ou prou de cette traversabilité dont on a parlé, avec le risque que le numérique, par son pouvoir d'immersion, Mhm. parce que le numérique a ce pouvoir d'immersion dans la mesure où nous sommes immergés dans des mondes numériques, dans des images, eh bien, avec le risque que le numérique ne fasse émerger une autre forme de confinement qu'on pourrait appeler un confinement numérique, c'est-à-dire une plongée dans le digital sans possibilité d'une saine traversée Mhm. entre la réalité physique, la réalité numérique, dans la mesure aussi où la réalité physique est aujourd'hui contrainte ou par trop angoissante. Alors, moi, ce que j'observe, et notamment avec mes patients,
c'est que le confinement physique, il va et redoublé par le confinement numérique, il va soutenir une forme de transparence psychique. Et c'est pour cette raison que je parlerai de transparence digitale, mais on pourra l'aborder ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est là? Un mot simplement pour qu'on soit raccord ensemble, pour que tout le monde comprenne ce que c'est que la transparence psychique. Exactement, je voulais vous demander ça. De définir C'est, un peu la transparence psychique. mais bien sûr. Alors, c'est un concept qui a été élaboré pas du tout par les cyberpsychologues ou pas du tout dans les recherches en cyberpsychologie, mais par Monique Bydlowski pour décrire un état psychique particulier de la femme enceinte. Et cet état psychique particulier est caractérisé par un abaissement des résistances, des défenses habituelles au refoulé inconscient. Autrement dit, la transparence psychique va permettre un surinvestissement ou un investissement plus direct, hein, et on pourrait dire plus intime avec son histoire personnelle. Avec son histoire personnelle dans la mesure où on est plus au contact avec son inconscient. Ce qui veut dire que cette transparence psychique, elle va réactiver le passé d'une manière remarquable avec des réminiscences éventuellement traumatiques et des fantasmes habituellement oubliés. Et en temps si vous voulez, en temps de confinement, ça veut dire que l'inconscient est d'une certaine façon mis à nu, comme l'ont bien montré d'ailleurs d'autres experts lors des webinaires précédents de la chaire santé sexuelle et droits humains. Mm-hmm. Et donc, alors, peut-être comment expliquer cette transparence psychique en temps de confinement comment on peut l'expliquer? Parce que c'est vrai que c'est une situation tout à fait exceptionnelle, effectivement, qu'on est en train de vivre. Alors, peut-être de rappeler cette situation, de se rappeler à cette situation exceptionnelle, pour comprendre ce que c'est que la transparence psychique et pour comprendre quelles sont les raisons de cette transparence psychique en temps de confinement. La première raison, elle est peut-être inhérente au contexte, effectivement, que nous traversons, à un contexte impensable. C'est-à-dire qu'il faut bien se représenter qu'en une semaine de temps, le monde s'est arrêté de tourner. Ce qui est quand même tout à fait impensable dans nos représentations. C'était impensable dans nos représentations. Un monde qui est en perpétuel mouvement, et là, tout d'un coup, eh bien, le monde s'arrête. Et d'autre part, la crise sanitaire nous confronte à la mort, à la survie, mais encore à l'autoconservation. Donc, nous sommes avec le Covid-19 dans un contexte réel ou imaginaire de survie qui nous recentre sur nos besoins fondamentaux. Par exemple, nos besoins alimentaires, on l'a vu, et donc qui nous confronte à nos archaïsmes. Et donc, on a peut-être moins d'énergie, moins de capacité de censurer notre inconscient d'une certaine façon. On est mobilisé ailleurs. Donc ça, c'est une des premières raisons qui pourrait expliquer effectivement que nous sommes plus transparents psychiquement. Alors, la seconde raison, elle est liée à l'intimité du cadre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas confinés n'importe où. Nous sommes la plupart du temps confinés dans un cadre privé, intime. Et comme le souligne d'ailleurs très bien, l'a souligné très bien Alberto Heger dans ses livres sur la maison, quel lieu plus propice que le logis, que l'habitat, quel lieu plus propice que le logis pour le déploiement de notre être intime. On a une question de nos auditeurs. Pardon, je vous interromps, mais il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce que la transparence psychique serait une forme d'autodéfense, et surtout en temps de confinement? C'est une bonne question. Est-ce que c'est une forme d'autodéfense? Je dirais que c'est peut-être une manière que nous avons de libérer très rapidement des ressources peut-être inconnues de nous-mêmes,
parce que dans notre inconscient est aussi un lieu de ressources, un lieu de ressources très positives. Et donc, d'une certaine façon, quand les barrières de l'inconscient se font plus poreuses, s'effritent, eh bien, on libère très rapidement des ressources, et des ressources qui vont servir à quoi? À notre activité de représentation d'une part, c'est-à-dire comment se représenter cet impensable qui est en train d'être devant nous. Et puis, les ressources, on va les utiliser effectivement pour déployer très rapidement nos capacités d'adaptation. Et pour, d'une certaine façon, envisager tous les possibles. Parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que notre angoisse, que cette résurgence de notre inconscient est simplement négative, effectivement. Ça nous permet de lier très rapidement, d'envisager plein de questions. Et ces questions nous permettent de mieux appréhender la situation que nous sommes en train de vivre. Des questions qu'on n'aurait pas envisagées en temps de non-confinement. Et pour revenir un peu sur la notion d'enfermement, est-ce que la cybersexualité ne comprend-elle pas un risque d'enfermement et de repli sur soi? Donc, la cybersexualité ne comprend pas-t-elle un risque tel qu'un décalage avec le réel peut-être, ou un risque de repli sur soi, de rester dans la dimension essentiellement visuelle de la sexualité, mettant à côté le fait d'être touché ou le côté touché, voilà. C'est toujours le risque, évidemment, de l'utilisation des technologies. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus de traversée. Mais justement, c'est pour ça que je parlais avec vous de la traversée saine qu'il peut y avoir entre la sexualité physique et la sexualité numérique. C'est-à-dire hors confinement, nous sommes plutôt dans une traversée saine alors, peut-être vous donner des exemples pour oui, évoquer. Bien sûr. Si vous voulez illustrer par des exemples, ça serait absolument intéressant, surtout qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent des exemples du concret. Alors, parce que je parlais de sexualité hybride, et je reparlerai effectivement du risque de la cybersexualité en temps de confinement. Mais si on revient sur la cybersexualité, la trans-sexualité telle qu'elle peut se manifester hors confinement. Alors, dans sa forme très simple, eh bien, vous savez que de nombreux couples utilisent les sextos. Les sextos qui sont des textos de sexe. Mais il faut bien comprendre qu'à l'ère du numérique et à l'ère des technologies portables et à l'ère des technologies hybrides, eh bien, ces sextos vont constituer des préliminaires à l'acte sexuel physique. Voilà un des exemples potentiels, effectivement, de la trans-sexualité qui, vous voyez, ne nous enferme pas dans le numérique, mais au contraire, qui permet un passage entre le physique et le numérique. C'est-à-dire, bah, voilà, je suis un partenaire sexuel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un texto à mon partenaire, un texto pour lui dire j'ai envie de toi, j'ai envie peut-être de décrire les fantasmes que je voudrais auxquels je voudrais qu'il participe. Et ça va activer, qu'est-ce que ça va activer? Le désir peut-être chez l'autre, des sensations, la sensualité, la sexualité. Et donc, vous voyez, il y a et puis ce partenaire, malgré le fait que je sois dans une absence ponctuelle, eh bien, je vais le rencontrer dans le physique. Et ce que j'ai dit dans les sextos, eh bien, ça va se libérer, ça va
permettre d'activer son désir dans la réalité physique. Donc, vous voyez, ça c'est très important pour voir qu'il n'y a pas de séparation très nette aujourd'hui entre le physique et le numérique. Alors, je peux vous donner d'autres exemples peut-être dans une forme plus immersive. Aujourd'hui, dans une forme plus immersive, on peut rencontrer des pratiques cybersexuelles tout à fait originales aujourd'hui et qui, avec des sujets, avec des individus qui vont se retrouver dans des mondes numériques, dans des univers numériques tels que alors, un des premiers mondes numériques dans lequel la sexualité a été immergée, comme ça a été Second Life, puis OpenSim. Puis aujourd'hui, on voit VRChat qui commence à effectivement émerger parmi ceux qui veulent avoir une cybersexualité. Alors, qu'est-ce que permettent ces univers? Eh bien, les individus, ils se rencontrent dans ces univers. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils se rencontrent non pas effectivement avec leur corps physique, mais sous l'apparence d'avatar, sous l'apparence de personnages numériques. Je peux très bien me présenter, je peux très bien aujourd'hui rentrer dans un univers numérique, me présenter, incarner, je sais pas, incarner. Je parlais hier avec certains collègues d'un ange. Je pourrais très bien incarner un ange avec des grandes ailes, et puis, eh bien, avoir une sexualité avoir une cybersexualité avec, je sais pas, un elfe. Une elfe prêtresse dans ces mondes numériques. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ça, c'est possible en temps de confinement notamment. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'en plus de ça, il y a des incursions dans la réalité physique avec ces technologies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez de plus en plus d'utilisateurs de ces cybersexualités, de ces mondes numériques, qui vont également utiliser des objets connectés. Des objets connectés qui vont être, par exemple, des sextoys en fait connectés qu'on appelle des télédildoniques ou des cyberdildoniques. Et donc, je vais reprendre l'exemple que je viens de vous donner. On est dans un monde numérique. J'ai envie d'avoir j'ai envie de mettre en scène des fantasmes dans le numérique avec un partenaire. Donc, je mets en scène, par l'intermédiaire d'Avatar, mes fantasmes avec un partenaire. Mais qu'est-ce que je fais aussi? Je suis connecté avec des sextoys et l'autre partenaire est également connecté avec un sextoy et je peux, par exemple, moi, derrière mon écran, activer le sextoy connecté et provoquer des sensations, des sensualités, des impressions de sexualité pour l'autre partenaire. Voilà une des formes de sexualité confinée qui permet d'une certaine façon, qui est un peu, voilà, qui est évidemment, c'est pas une sexualité comme une transarrobase sexualité qui permet le passage entre la réalité physique et la réalité numérique comme on l'entendait tout à l'heure, mais néanmoins, ça permet d'activer dans son corps des potentialités sexuelles, des désirs sexuels, de sentir des sensualités, avec un partenaire dans la réalité numérique. J'ai une question qui vient d'un auditeur aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'emmener nos fantasmes trop loin de la réalité sur des êtres qui ne sont pas humains? Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est-à-dire que tous nos fantasmes sont intéressants à envisager. Pourquoi se limiter effectivement à désirer une figure humaine à partir du moment où on a un partenaire qui se présente comme d'une manière anthropoïde, on va dire, avec des formes anthropoïdes.
j'ai envie de dire pourquoi pas dans la limite où c'est partagé avec quelqu'un de voilà avec un partenaire consentant avec voilà c'est toujours délicat comme question, mais je veux dire par là que si vous voulez, il n'y a pas de raison de limiter nos fantasmes uniquement à des formes humaines à partir du moment où on sait que derrière l'écran, il y a un humain. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qu'on partage de sa sexualité? On le partage avec un autre être humain qui est derrière son ordinateur. Voilà. Encore une autre question d'un de nos auditeurs. On me dit, il y aurait donc une sexualité hybride entre numérique et physique, c'est bien ça? Ou plutôt, elle est comparable à la masturbation? C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. Alors, nécessairement, il y a une cybersexualité qui est comparable, enfin qu'on va utiliser en particulier dans des configurations sexuelles solitaires. C'est-à-dire qu'effectivement, je parlais de cybersexualité passive, ou de cybersexualité interactive, la cybersexualité passive. Regardez effectivement un film pornographique, sauf dans de très rares cas où on est avec un partenaire en côte à côte, par exemple, ou en face à face. Bon, évidemment, la pornographie va plutôt être dans des formes de masturbation. Mais là, on parle d'une sexualité numérique qui, encore une fois, permet des traversées dans la réalité physique, mais qui permet aussi de nous lier à des partenaires dans le physique. Bien sûr, on peut passer par la masturbation, mais la masturbation avec un tiers, avec un partenaire qui est parfois dans des fantasmes tout à fait riches, tout à fait comme on le faisait et comme on le fait toujours, avec par exemple son partenaire qui, je sais pas, voyage par exemple dans un autre pays, eh bien à une époque, on lui téléphonait et puis on partageait des fantasmes avec lui. D'une certaine façon, on se faisait des récits, des histoires. On se racontait des histoires avec son partenaire qu'on mettait en scène, et notamment pour activer le désir dans nos retrouvailles. Quand je vais te retrouver, eh bien voilà ce qui va se passer entre nous. Alors, il faut imaginer que c'est ça, en fait, la cybersexualité aujourd'hui, c'est quand nous allons nous retrouver. Il ne faut pas enfermer la sexualité dans la réalité numérique. Bien sûr, en temps de confinement, elle est confinée, mais la sexualité est confinée de la même façon. Elle est confinée, mais dans tous les autres cas, quand nous ne sommes pas confinés, eh bien, il faut imaginer que le partenaire avec qui nous allons interagir, nous allons la plupart du temps le rencontrer dans le physique. D'ailleurs, si on parlait de forme hybride de la cybersexualité, j'en ai une autre à vous proposer, que j'ai rencontré parmi notamment mes patients, parmi un couple de patients qui me racontaient que, eh bien, ils mettaient en scène dans le monde numérique des fantasmes, et que ces fantasmes qu'ils mettaient en scène par avatar interposé dans le monde numérique, eh bien ensuite ils le mettaient en scène dans la réalité physique et vice-versa. Voilà ce que c'est qu'un exemple de la trans-sexualité qui, vous voyez, qui navigue et qui navigue continuellement entre physique et numérique. Alors évidemment, encore une fois, en temps de confinement, cette traversabilité n'est plus possible. Et c'est la raison pour laquelle
je parlais effectivement de transparence digitale et de transparence psychique. Mais on pourra en parler si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Avant tout, il faut quand même expliquer qu'est-ce que c'est qu'une transparence digitale, la définir quand même. Oui, alors bien sûr. Alors, donc je parlais de transparence psychique, encore une fois, pour évoquer cette situation tout à fait particulière de la femme enceinte, encore une fois, ou avec son inconscient mis à nu, et qu'on retrouve en temps de confinement. Qu'on retrouve en temps de confinement pour les raisons que j'ai évoquées. Et une des raisons effectivement importantes un des facteurs, une des causes, une des causalités de cette transparence psychique, c'est ce que j'ai appelé la transparence digitale. Alors, qu'est-ce que c'est la transparence digitale? On pourrait dire que la transparence digitale, elle se compose de trois grandes dimensions. Alors, trois grandes dimensions, je dirais que on pourrait partir de la première dimension qui a été développée par Serge Tisseron, qui est psychiatre, psychanalyste, et que Serge Tisseron a nommé l'extimité. Par opposition, d'une certaine façon, avec l'intimité. Alors, qu'est-ce que c'est l'extimité? C'est un désir qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'ère du numérique? Eh bien, l'individu, avec ce désir d'extimité, l'individu va partager sur Internet des parties intimes, secrètes parfois de lui-même, et donc il va le partager sur Internet et il attend éventuellement de mieux s'approprier ces parties intimes diffusées grâce aux réactions des autres internautes. Par exemple, qui peuvent apparaître sous la forme de commentaires, mais évidemment aussi qui peuvent apparaître sous la forme de likes, d'émoticônes. Ouais, et ma question là, quel impact de cette extimité sur l'estime de soi exactement, mais aussi sur la construction de l'identité? Bon, alors c'est une question fondamentale. C'est tout l'objet effectivement de mon livre Le Moi Cyborg sur la question de l'identité, de la construction de notre identité aujourd'hui à l'ère du numérique. Comprendre que, et notamment à l'adolescence, l'adolescent aujourd'hui se construit dans un rapport horizontal à ses pairs. Qu'est-ce que ça veut dire dans un rapport horizontal? C'est-à-dire que, en fait, un des premiers rituels de passage d'une certaine façon qui permet à au préadolescent de savoir qu'il est préadolescent, c'est de demander à ses parents un téléphone portable. Mais pourquoi il demande à ses parents un téléphone portable? Parce qu'il se lie à ses pairs. Et il se lie à ses pairs pour construire son intimité. Et il construit son intimité aujourd'hui en estimant sa vie psychique. C'est-à-dire qu'il partage des images, des propos intimes. Et il attend quoi? Il attend qu'on lui fasse un retour d'une certaine façon. Il attend qu'on le valorise, qu'on lui dise « Ah, mais ouais, cette photo, elle est magnifique de toi. Ah, j'aime bien ta coupe de cheveux. Ah, j'aime bien ce que tu me dis. Ah, j'aime bien les secrets que tu m'as racontés, etc. etc. » Et c'est comme ça que se noue, si vous voulez, une relation entre notre vie psychique et les retours que les autres adolescents en connexion permanente avec nous par l'intermédiaire effectivement d'Internet vont pouvoir nous renvoyer, c'est-à-dire nous renvoyer d'une manière positive comme négative. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison de poser la question de l'estime de soi. Si je reçois des likes, des commentaires positifs, eh bien, la plupart du temps, je vais pouvoir construire d'une manière peut-être avec un amour de soi et d'une manière positive la vision, la représentation que j'ai de ma vie intime. Mais si je reçois constamment des commentaires négatifs sur ce que j'estime sur Internet, nécessairement, ça peut avoir des conséquences et parfois dramatiques sur l'estime de soi et sur la construction de l'identité.
Donc, dans la majorité des cas, effectivement, hein, l'extimité permet de construire son estime de soi, permet de se construire dans son intimité parce que, d'une certaine façon, j'envoie ma vie intime sur Internet. Ma vie intime sur Internet est commentée et likée par des adolescents et cette vie intime, elle est renvoyée d'une certaine façon à moi. Et moi, je peux l'aimer, en fait, cette vie intime. Je peux apprendre à l'aimer, mais je peux apprendre aussi à la détester. Oui. Et notamment, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur l'image de moi-même. Et alors, si on parle en temps de confinement, qu'est-ce qui se passe en temps de confinement ? En temps de confinement, cette extimité, elle va évidemment être d'autant plus importante parce qu'on va partager des photos sexuelles via des chats. On va partager des photos qui mettent en scène notre corps sexuel. On va et en attendre d'une réciprocité et en attendre d'un retour sur ce sexuel et d'une manière appropriée ou non. Dites-moi. Non, je voulais justement revenir un peu sur la notion du moi cyborg. Vous avez un livre écrit sur le moi cyborg, mais aussi vous en avez parlé un peu. J'aimerais bien que vous illustrez un peu par des exemples le moi cyborg, mais aussi que vous expliquez ce moi cyborg aux personnes qui ne sont pas très familières avec le concept. D'accord. Alors, peut-être avant de... Je vous remercie beaucoup pour cette question, Grace. Peut-être avant d'envisager ce que c'est que le moi cyborg, encore une fois, de décomposer les termes. Qu'est-ce que c'est le moi ? C'est d'une certaine façon l'image que nous avons de nous-mêmes, on va dire ça. On va dire ça. Mais surtout, qu'est-ce que c'est que le cyborg ? Le cyborg, c'est un terme qui a été inventé par... et le moi, c'est surtout le support de notre identité. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut envisager. D'une manière très brève, hein, parce que là, voilà, sans s'adresser à des spécialistes, on pourrait dire que le moi, c'est l'instance de notre individu, de notre subjectivité, de notre identité, au moins consciente. Qu'est-ce que c'est le cyborg ? Le cyborg, c'est pas du tout le robot. On le confond souvent avec les robots, mais c'est pas du tout les robots. Le cyborg, c'est un terme qui a été inventé par 2 scientifiques en 1960. Et ils en parlaient pour décrire les cosmonautes. Les cosmonautes, vous voyez, ont des habits de cosmonautes, quoi. Et qu'est-ce que c'est un cosmonaute ? Eh ben, c'est un homme qui est en connexion permanente avec une machine, avec une technologie. Eh bien, par extension, on parle du cyborg pour parler d'un homme qui est d'un homme connecté, en fait. On parle du cyborg pour évoquer l'homme connecté en permanence à une machine, à une technologie, à commencer par nos smartphones. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous des cyborgs. C'est ça qu'il faut envisager, c'est que nous sommes tous en connexion permanente avec une technologie que nous avons dans la main et qui est le prolongement de notre corps. Et c'est ça qui va être important d'envisager pour revenir sur la question du moi cyborg. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Non, je vous laisse terminer votre idée, mais on prend cette idée, encore une dernière question, et on passe au récapitulatif. Juste pour recadrer. Alors, d'accord. Alors, juste effectivement, pour parler du moi cyborg, le moi cyborg, c'est d'une certaine façon ce qui va permettre de nous représenter la technologie comme une partie de nous-mêmes. C'est surtout avec cette instance, d'une certaine façon, que l'individu se représente ou fantasme. Ce fantasme, dans les technologies ou sur Internet, comme un peu à l'intérieur de son propre moi. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, il faut envisager que la limite de notre psychisme, avant la révolution du numérique, eh bien, elle était limitée à notre peau, à la surface de notre corps.
Il faut s'imaginer maintenant qu'avec les technologies, d'une certaine façon, représentent inconsciemment, dans notre inconscient, de nouvelles limites pour notre corps et pour la surface de notre moi. C'est-à-dire que nous habitons les technologies comme nous habitons notre moi et nos fantasmes. Donc la technologie va constituer une seconde limite extensible, étirable, pour notre moi, comme pour notre identité sexuelle, comme pour notre intimité sexuelle, comme pour notre corps sexuel. Alors, on peut imaginer ce qui se déroule aujourd'hui sur les réseaux sociaux du fait de cette extension de notre moi. Mais j'ai envie simplement de vous donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Parce que le moi cyborg, il n'a pas commencé avec les réseaux sociaux ni avec Internet. Mais il a commencé avec toutes les technologies qui nous contiennent. Il y a une technologie qui nous contient depuis un certain nombre d'années et que nous connaissons à peu près toutes et tous, c'est la voiture, c'est le véhicule. Ça nous contient. Et ce qui est assez amusant dans la voiture, c'est effectivement un exemple d'une technologie qui nous contient et dans laquelle finalement nous habitons et nous permettons de faire habiter d'une certaine façon notre espace psychique, c'est que notre intimité, elle est confinée dans notre voiture. En tout cas, c'est ce que nous imaginons. Et donc, dans la voiture, on est beaucoup plus transparent à sa vie psychique qu'ailleurs, en fait. Et comment on va le reconnaître? Eh bien, on va le reconnaître parce qu'on va être plus au contact de notre vie psychique. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans beaucoup de films, et notamment de la pop culture, eh bien, la voiture, c'est l'espace du confinement sexuel. Il y a beaucoup de scènes sexuelles qui se passent dans la voiture parce que c'est un lieu de l'intimité. Et c'est également un lieu des pulsions agressives débridées, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on rentre dans sa voiture, on devient agressif, violent. Mais c'est pas parce qu'on est violent, en fait, c'est parce qu'on est plus au contact de notre violence interne, de ce qui se passe à l'intérieur de notre moi. Eh bien, il faut imaginer que c'est exactement ce qui se passe dans les réseaux sociaux, notamment sur Internet, c'est-à-dire que comme nous étendons la surface de notre moi et comme les technologies nous contiennent, eh bien, nous exposons nos fantasmes, nous exposons notre vie psychique d'une manière beaucoup plus débridée, d'une manière beaucoup plus transparente. Et c'est ce que j'appelle la transparence digitale. Et pour une dernière question qui concerne un peu le post-confinement, mais aussi l'inquiétude de tous nos auditeurs, il y a une question. Quelle est la place, ou quelle place pour la cybersexualité demain? Et est-ce que cette cybersexualité va devenir une part entière de notre sexualité humaine? Alors, je vais répondre peut-être en disant que, peut-être en parlant de ma pratique professionnelle. Je vais partir de ma pratique professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans ma pratique professionnelle? C'est que, encore une fois, le monde s'est arrêté tout d'un coup de tourner du fait du confinement physique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, les psychologues se sont saisis de ces outils numériques pour proposer des consultations en ligne aux patients, pour garder un lien et pour soutenir le processus thérapeutique. Et d'une manière tout à fait massive. Et c'est ce qu'on fait tous les individus confinés. C'est-à-dire que nous sommes saisis tout d'un coup, en fait, de ces outils technologiques pour rester en lien. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, et je sais que les personnes qui nous regardent en ce moment que on sait tous
que la fin du confinement n'est pas la fin de la crise sanitaire. Ça veut dire aussi que nous allons être en partie confinés encore. On ne va pas être tout à fait déconfinés. Et donc, cette manière d'être, cette manière de traverser, cette manière d'utiliser en fait les outils technologiques et de nous lier à distance va se poursuivre très certainement en fait. Je crois fondamentalement qu'il y a un avant et un après Covid pour la question de l'utilisation des technologies numériques pour notamment rentrer en relation à distance et pour le processus thérapeutique et pour la cybersexualité. Mais bien évidemment, il est très essentiel de rappeler qu'il y a aussi le côté humain qui ne disparaît jamais. Et voilà, c'est ça qui est essentiel, c'est que la cybersexualité ne doit jamais être pensée dans une orientation de santé sexuelle, ne doit pas être pensée comme confinée au numérique. Elle est organique, la cybersexualité aujourd'hui. Elle est organique parce que, encore une fois, elle traverse les deux mondes. Donc évidemment, la part physique, la part organique, la part charnelle, la part sensuelle, la part sexuelle de notre intimité sexuelle doit être préservée coûte que coûte, bien évidemment, Grace. Malgré le lot de questions qu'on a, beaucoup de questions, mais on est obligé de commencer par le récapitulatif. Je sais que nos auditeurs sont très intéressés, moi aussi. J'ai plein de questions. Après, on commence par votre PowerPoint que je vais partager. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, alors, peut-être repartir effectivement des différentes formes de cybersexualité telles que elles peuvent aujourd'hui se découvrir à l'ère du numérique. D'abord, quand on parle de cybersexualité, on parle de tout ce qui inclut, d'un terme générique qui inclut toutes les pratiques cybersexuelles. Si on doit décomposer, si on doit catégoriser maintenant ces pratiques cybersexuelles, on pourrait effectivement distinguer la cybersexualité passive, par exemple la pornographie, de la cybersexualité interactive qui permet une consommation plutôt semi-active avec des jeux vidéo interactifs, et puis, comme vous l'avez compris, d'une cybersexualité connectée avec l'émergence de pratiques sexuelles qui mettent en relation des humains. Et d'une transarrobase sexualité qui est effectivement une sexualité hybride, transitionnelle, qui fait pont entre une sexualité physique et une sexualité numérique, entre une réalité physique et une réalité numérique, et qui n'est justement, qui renégocie, qui oblige à se représenter autrement le monde d'aujourd'hui, et notamment notre sexualité, c'est-à-dire une sexualité qui navigue en permanence, d'une manière incessante, entre le physique et le numérique. Alors voilà, on reprend les exemples de la transarrobase sexualité. Un exemple de préliminaire, on pourrait dire transarrobase sexuelle, par les sextos qui sont des textos sexuels. J'ai envie de toi, j'ai envie de jouer avec toi ce soir. Fais attention quand tu commences à jouer à ça. Tu dois prendre garde à ne pas te brûler. Et si je n'attendais que ça finalement, être brûlé, totalement consumé par ce que tu peux m'offrir. Voilà un des exemples de transarrobase sexualité, c'est-à-dire d'activation du désir, de préliminaires numériques d'une certaine façon, qui vont évidemment activer le désir dans la réalité physique ensuite. Là, nous avons un exemple, alors plutôt dans une dimension, comme vous voyez, un peu cyberpunk. Très bonne photo. Voilà, de cybersexualité connectée par avatar, avec, comme vous le voyez, une jeune femme qui est devant un monde numérique, qui a des écrans devant elle, qui est dans un monde numérique et qui est connectée, comme vous voyez, avec des sextoys
sur sa jambe, là, elle est effectivement connectée et on peut penser qu'en fait, elle interagit avec un partenaire humain qui est aussi derrière son écran et qui va créer qui va activer des sensualités inédites par l'intermédiaire de ces sextoys connectés, qui va activer le désir de cette jeune femme qui est hybridée d'une certaine façon, qui est connectée par avatar internet. Et là, vous avez effectivement un autre exemple de cyberdildonique, c'est-à-dire de sextoys connectés, qui sont des sextoys qui sont assez courants maintenant, de plus en plus courants, et qui vont être associés donc au monde numérique et qui vont permettre effectivement et au monde numérique et notamment ne serait-ce que par réalité virtuelle, c'est-à-dire que j'ai un casque de réalité virtuelle sur la tête et puis mon partenaire a un casque de réalité virtuelle sur la tête et on va se masturber ensemble et où on va utiliser des objets connectés comme ceux que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, simplement revenir effectivement sur la transparence psychique en temps de confinement, parce que c'est très important. Nous avons compris que le confinement faisait émerger, en tout cas c'est une hypothèse, un fonctionnement psychique singulier qu'on observe chez la femme enceinte, dans lequel l'équilibre psychique est ébranlé avec un abaissement des résistances habituelles face au refoulé inconscient, un inconscient mis à nu et un inconscient qui d'une certaine façon ressurgit sous la forme d'images psychiques, de rêves, de rêveries ou simplement d'affects. Et cette transparence psychique, eh bien, elle va se retrouver dans ce temps de confinement par toutes les raisons que je vous ai évoquées, et notamment une des raisons principales, c'est effectivement la transparence digitale. Donc, comme je vous disais, la transparence psychique en temps de confinement, 3 raisons principales. La première, elle est inhérente au contexte de l'impensable, qui nous confronte à la mort, à l'autoconservation, à la survie, dans un contexte donc on est dans un contexte de régression et d'archaïsme. Nous l'avons vu par des scènes assez précipitées, assez stressantes, avec des individus qui se sont mis très rapidement à acheter de la nourriture par peur de pénurie ou qui vont acheter des paquets de papier toilette très rapidement. C'est-à-dire que ça, on régresse sur des archaïsmes et donc on est moins... on a moins d'énergie d'une certaine façon pour censurer notre inconscient et donc cette inconscient se libère. La seconde raison est liée à l'intimité du cadre. Le confinement physique, eh bien, il nous confine à l'intérieur de notre intimité, à l'intérieur de notre chez nous. Ça me permet aussi de rappeler une scène extraordinaire dans The Truman Show où Truman fait le pitre devant son miroir. Il fait le pitre devant son miroir parce qu'il se croit seul alors qu'il est regardé par des millions de téléspectateurs. Eh bien, cette chose-là, cette situation où nous sommes devant un miroir, devant notre intimité, en train de nous regarder et d'être regardé par des millions de téléspectateurs, eh bien, sachez aujourd'hui que c'est un peu ce qui se passe dans la transparence digitale, qui est aussi un état psychique singulier qui se développe effectivement à même le numérique. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette transparence digitale? 3 dimensions de la transparence digitale. L'extimité, ce mouvement qui pousse à mettre sur Internet des parties intimes de soi. L'effet de désinhibition en ligne, un mouvement qui va pousser les internautes à dire des choses qu'ils ne diraient pas dans le monde physique, et le moi cyborg, cette extension de notre moi qui nous permet de nous vivre fantasmatiquement dans les mondes numériques comme à l'intérieur de notre moi et donc comme à l'intérieur de nos propres fantasmes. Évidemment, ce qui va être intéressant à supposer et à observer, c'est qu'il y a une fusion entre les deux transparences, la transparence physique,
la transparence psychique, pardon, et la transparence digitale en temps de confinement. Et simplement rappeler, voilà, j'ai mis quelques ressources pour que, voilà, ça continue post-webinaire, hein, pour que vous continuiez à vous immerger dans la cybersexualité et dans la transarobasexualité et dans le numérique, avec des films comme Blade Runner, qui sont vraiment des films incroyables, comme Existence, Matrix, Strange Days, Total Recall, avec des séries comme Black Mirror, Sex Education, qui est une vraie bonne série, des livres de science-fiction fantastique avec Philippe Cadic, que je recommande particulièrement, William Gibson, etc. Des livres de psychologie, alors je fais ma pub le mois cyborg. Des jeux vidéo également, jouer à des jeux vidéo en temps de confinement, Deus Ex. Alors bien sûr, il n'est pas sorti, mais Cyberpunk 2077 qui va sortir bientôt. Et puis des sites internet ressources où vous pouvez vous renseigner sur tout ce que c'est la relation que nous avons avec le numérique, Cyberpsycho que nous avons monté avec quelques psychologues et psychiatres, l'IERHR qui est l'Institut pour l'étude des relations homme-robot, et puis des lieux où se former aux questions relatives à la cyberpsychologie et au cybersexe. Un DU de cyberpsychologie que nous avons créé avec Serge Tisseron à l'Université de Paris, et j'interviens aussi au DU de santé sexuelle et de droits humains, de la chaire santé sexuelle et droits humains à l'Université de Paris. Voilà. Super ressource. Et j'espère que nos auditeurs seront vraiment poussés à explorer encore plus ce sujet très, très intéressant. Merci Frédéric pour cette intervention très intéressante, cet échange vraiment, vraiment très intéressant. J'aurais bien aimé poser encore beaucoup de questions, mais aussi nos auditeurs. Aussi, je remercie à la technique Philippe Le Godidec et aussi mon assistante dans l'ombre aujourd'hui, Georgina Lepoul. Merci à tous nos auditeurs pour leur participation, pour leurs questions. C'était notre 16e session Intimus. Vous pouvez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains d'ici quelques heures. Et pour tous ceux et celles qui voudraient aller plus loin sur la thématique, vous pouvez retrouver la bibliographie, les ressources aussi à la fin de la vidéo YouTube, les ressources proposées par Frédéric. Encore une fois, merci Frédéric. Dorénavant, nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi. Donc à la même heure, à 11h, toujours sur Zoom et sur le Facebook Live. Pour le mercredi prochain, nous accueillerons 2 intervenantes. Donc, ça sera Florence Méjécas et Isabelle Dacosta, avec lesquelles nous abordons la question de l'intimité, le corps et le handicap. Merci. D'ici mercredi, je vous souhaite une très belle journée, à vous aussi Frédéric, mais aussi un très très bon confinement.